Bonjour, je suis Séverine Casalis, je suis vice-présidente valorisation de la recherche à l'Université de Lille. Alors nous sommes ici à Saint-Sauveur, au village des sciences de Lille. Donc Saint-Sauveur, c'est un espace qui appartient à la mairie de Lille, qui nous le prête gracieusement pour le village des sciences. Nous avons ici un très bel espace où nous avons pu installer 19 ateliers interactifs avec des chercheurs et puis d'autres ateliers qui présentent aussi d'autres dispositifs de médiation. Alors, on va passer la porte pour arriver donc dans nos ateliers. Alors ces 19 ateliers, ils sont répartis en 4 thématiques. Première thématique, comprendre la planète et l'impact des activités humaines. Une thématique sur raconter l'humanité. Le thème de la fête de la science cette année, c'est raconter la science et imaginer l'avenir. Donc raconter l'humanité, alors l'histoire évidemment est très fortement présente, l'histoire, l'archéologie, mais aussi le droit, très présent pour comprendre finalement l'évolution des sociétés humaines. Une troisième thématique autour des sciences en émergence. Alors qu'est-ce que la science de demain, quelle sera la science de demain, qu'est-ce qu'on voit arriver finalement comme nouvelle thématique, nouvelles réponses. Et puis bien sûr, sciences de demain, les thérapies de demain. Donc tout ça, ce sont des ateliers interactifs qui permettront au public d'appréhender ces questions, de comprendre aussi comment les chercheurs travaillent. Et je me dirige vers le stand qui s'intitule « Des spermatozoïdes aux biomatériaux ». Bonjour Corentin. Bonjour. Alors les spermatozoïdes, on sait ce que c'est, les biomatériaux, on sait moins ce que c'est, alors on a besoin d'explications. Qu'est-ce que c'est qu'un biomatériau? Alors ici, ce qu'on va présenter, c'est justement des produits qui ne vont pas être issus du pétrole, mais qui vont être issus de matériaux biologiques. En l'occurrence, donc il y a différentes sources, il peut y avoir des algues, et il peut y avoir l'amidon par exemple de pommes de terre qu'on présente ici pour les enfants. Alors, l'idée ici, c'est que l'amidon, on va le trouver dans... c'est la façon de stocker de l'énergie pour les végétaux, et on va trouver ça par exemple dans la pomme de terre en très grande quantité. Donc dans les choses qu'on va pouvoir montrer ici, c'est comment extraire l'amidon de la pomme de terre. Donc pour ça, c'est relativement facile. En fait, ce qu'il va falloir, c'est casser la cellule de la pomme de terre pour libérer l'amidon. Donc pour ça, on va râper un petit peu notre pomme de terre. Donc on voit qu'on va avoir le liquide blanc que toutes les personnes qui ont fait de la cuisine et ont coupé des pommes de terre ont eu l'occasion de voir. Ah oui, on va écraser un petit peu plus. Ouais. Hop, je peux remonter ici. Tac. Pour bien éclater les cellules. Et en fait, simplement, on va passer un petit peu d'au-dessus. On va filtrer pour garder la chair de pomme de terre à la surface. Hop. Et après, on voit qu'ici, on a un liquide qui est un liquide relativement blanchâtre. Donc ça... Alors ça, vous le récupérez dans un tube. Ouais. Ça, on va le récupérer dans un tube. On va le récupérer dans le tube, oui. Et en fait, l'amidon, lui, va pas être soluble dans l'eau, c'est-à-dire qu'il va rester d'un côté un peu comme des grains de sable. Ouais. Donc en fait, simplement pour récupérer votre amidon à partir de ça, il va falloir attendre. Les petits grains vont tomber au fond. Alors là, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais tout au fond, on commence à avoir quelque chose d'un petit peu blanchâtre. Oui. On voit. Alors je sais pas si c'est visible à l'écran, mais moi je le vois avec mes yeux. Et ça, c'est la version précédente. Donc on a le fond d'amidon qui est ici. Alors on voit déjà que ça a plus... Exactement comme sur des grains de sable qui vont être au fond d'un tube, vous pouvez l'ouvrir, vider votre liquide. Voilà. Et ce qui va rester au fond, c'est votre amidon. Voilà. Alors la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'amidon? Donc on va avoir la maïzena, on va avoir les produits de musculation pour les sportifs, des choses comme ça. Et il y a aussi ce qui est moins connu, des applications qui sont non alimentaires. Alors c'est là-dessus, que vous avez des choses nouvelles et intéressantes à nous raconter. Qu'est-ce qu'on fait? On va pouvoir faire différents types de produits et notamment on va avoir des plastiques, des bioplastiques qui vont être faits à partir d'amidon. Donc là on a des exemples qui vont être utilisés
utilisés pour l'impression 3D qui ne sont pas trop biodégradables. Nous, dans les choses qu'on a développées cette année, c'est une optimisation de recettes. Alors c'est une recette toute simple où on va avoir de l'amidon de pomme de terre, un acide, donc on va prendre du vinaigre simplement, et un peu de glycérine. Alors c'est quoi ce petit objet là? Et là on se retrouve à... Alors, techniquement c'est un petit vaisseau spatial. Je reconnais, c'est un petit vaisseau spatial, c'est un jouet. C'est un jouet pour enfants. Et vous faites ça avec de l'amidon. Et ça c'est fait entièrement avec de l'amidon, un peu de vinaigre, un peu de glycérol. Et l'avantage de ça, c'est que vous vous retrouvez avec un petit jouet que vous pouvez faire dans votre cuisine assez facilement. Et ça, c'est un jouet qui va être biodégradable, c'est-à-dire que vous le mettez au compost, en quelques semaines, le jouet va disparaître. Il y a d'autres exemples. J'ai peut-être un autre exemple qui peut être intéressant et qui est bon à savoir, entre guillemets. Je pense que pour toutes les personnes qui vont commander des choses sur Internet ou envoyer des choses sur Internet, je pense que ces objets peuvent vous parler. On se retrouve avec les petits chips d'emballage. Donc on voit qu'on en a ici de deux types. Il y a une différence fondamentale entre les deux, c'est que ces chips-ci sont faits avec du plastique à base de pétrole. Ces chips-là sont faits à partir d'amidon et donc c'est du biomatériau. Là, la différence entre les deux, elle est relativement rapide à voir. Oui. Alors, en fait, simplement, on a les chips qui sont tombés dans le jardin et on va avoir un petit peu de pluie qui va tomber au-dessus. Donc je fais la petite pluie. Et là, en fait, assez simplement, quand on touche les objets, on voit ici qu'il n'y a pas de modification au niveau de la structure des chips faits en pétrole. Par contre, quand on appuie là, on voit que c'est en train de se dissoudre. C'est moelleux et en fait dans un premier temps ça a formé de la colle, puisque l'amidon permet aussi de faire de la colle. Et petit à petit, vous voyez, si j'appuie, ici, il ne reste plus rien. Et en fait, ces chips-là, si vous les perdez dans la nature, c'est comme si vous avez perdu un morceau de pomme de terre dans la nature. Donc c'est du biodégradable instantané. Ce chips-là, vous pouvez revenir dans des dizaines d'années, il sera toujours là. Donc c'est là que les produits biosourcés commencent à vraiment rentrer dans notre quotidien. Alors là, on voit vraiment l'impact et on espère que effectivement l'avenir, il sera fait de ce genre de matériaux bio. Merci beaucoup. Avec plaisir, bonne malade. Alors, oui. Alors, ce même stand a d'autres applications, mais on va passer maintenant à un autre atelier qui s'appelle Toutes les choses cool. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels outils vous avez pour nous dire que ça coule et qu'est-ce qui coule en fait? En fait, nous sommes des mécaniciens des fluides, donc nous nous occupons des écoulements. Et le thème de la fête de la science cette année, c'est imaginer l'avenir. Donc on s'est posé la question de comment notre discipline va évoluer dans le futur. On a ici une démonstration avec des petits robots où on montre des phénomènes qu'on appelle phénomènes collectifs, des phénomènes d'organisation. Des phénomènes collectifs, donc ça c'est intéressant parce qu'il va peut-être y avoir des impacts. Vous pouvez nous montrer la démonstration? Alors la démonstration est la suivante. Alors on a des petits robots jouets qui peuvent marcher dans une direction et on voit que lorsqu'on a... Qu'est-ce qui détermine leur comportement là? Alors ils sont confinés dans un enceinte circulaire. Si on a un nombre faible de robots, et les comportements, c'est les comportements aléatoires qu'on voit des molécules dans un gaz par exemple. Ok, alors je vais essayer de me rapprocher, voilà. Mais lorsque la densité, donc le nombre d'individus augmente, on voit qu'ils vont s'organiser, par exemple, ils vont tous dans une direction et forment ce qu'on appelle des agglomérats. Oui, on voit des comportements grégaires, ce qu'on pourrait appeler. Donc ce type d'organisation peut donner lieu à des mouvements collectifs. En fait, ici on a une autre expérience qui montre que si l'enceinte est flexible, il y a la possibilité pour ces robots de faire un mouvement de déplacement collectif. Par exemple, là, ils arrivent à passer de l'autre côté de cette construction. Alors qu'ils se déplacent aléatoirement, individuellement? Ils se déplacent aléatoirement. À un certain moment, un agglomérat va se former et cet agglomérat il va se déplacer. C'est très aléatoire, donc des fois, il faut attendre peut-être quelques minutes. Alors tout ça c'est important parce qu'il y a un niveau de complexité ultérieur qui concerne les mouvements des personnes. C'est ça, voilà, l'application, on va pouvoir avoir la modélisation de ces comportements va pouvoir avoir un impact sur l'explication et peut-être même la gestion de comportements, par exemple de foule. Oui. Donc il y a des collègues qui s'intéressent à ça, il y a des études. Alors là je vais essayer de tourner la caméra. Voilà, hop. À l'estade de Wembley, il y a une foule de personnes qui sortent de l'estade et on voit qu'il y a des personnes avec
des chevaux qui se mettent là Oui. pour directionner les personnes. Alors ce type de comportement, c'est un comportement qu'on retrouve aussi dans les milieux granulaires, comme on dit au départ. Et donc on voit que la science utilise des modèles et que ces modèles, on peut les appliquer à différentes échelles. Par exemple, une préconisation, on la voit là. Ouais. Ça montre la similarité entre les écoulements granulaires. Alors, je regarde, oui. Alors, là, on a des grains Oui. qui doivent couler dans un trou. C'est et ça. on voit que de temps en temps, on a un blocage. Parce Oui. qu'il y a trop de pression. Ah oui, par exemple, ceux-là, ils sortent pas du tout. Ils sortent Ah pas. oui, oui, oui. La oui, solution qu'elle est, une possible solution oui. qui a été étudiée, c'est de mettre un obstacle devant l'ouverture. L'obstacle va diminuer la pression locale d'individus. Ah oui, alors et donc ça c'est on a un intéressant passage. parce que c'est pratiquement contre-intuitif de se dire qu'on va mettre un obstacle pour faciliter l'évacuation. Oui. C'est presque contre-intuitif. Mais en tout cas, là, on a vu des très très beaux exemples de comment finalement un domaine comme la mécanique des fluides a beaucoup à dire et peut-être que vous aurez, vous dialoguer déjà, vous aurez l'occasion de dialoguer avec les sciences humaines et sociales qui travaillent sur les mouvements de foule, etc. Peut-être que c'est dans les projets à venir. En tout cas, on voit ici vraiment la continuité en fait. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc là, on a franchi qu'un seul couloir. Il y a un autre couloir de l'autre côté parce qu'il y a 19 ateliers en tout. Et donc, je remercie tous les chercheurs, les doctorants, les personnels de recherche, les médiateurs qui ont contribué au village des sciences de Lille. Je remercie les organisateurs, la Commu, le CNRS, l'ICIT et l'Université de Lille. Et je vous dis bonne visite et bien sûr à demain.